Saint-Loup, devant venir à Paris, m'avait promis de me mener chez madame de Villeparisis, où j'espérais, sans le lui avoir dit, que nous rencontrerions madame de Guermantes. Il me demanda de déjeuner au restaurant avec sa maîtresse, que nous conduirions ensuite à une répétition. Nous devions aller la chercher le matin, aux environs de Paris où elle habitait. J'avais demandé à Saint-Loup que le restaurant où nous déjeunerions, dans la vie des jeunes nobles qui dépensent de l'argent, le restaurant joue un rôle aussi important que les caisses d'étoffes dans les contes arabes. Fut de préférence celui où Aimé m'avait annoncé qu'il devait entrer comme maître d'hôtel en attendant la saison de Balbec. C'était un grand charme pour moi, qui rêvais à tant de voyages et en faisais si peu, de revoir quelqu'un qui faisait partie plus que de mes souvenirs de Balbec, mais de Balbec même, qui y allait tous les ans, qui, quand la fatigue ou mes cours me forçaient à rester à Paris, n'en regardait pas moins, pendant les longues fins d'après-midi de juillet, en attendant que les clients vinssent dîner, le soleil descendre et se coucher dans la mer, à travers les panneaux de verre de la grande salle à manger derrière lesquels, à l'heure où il s'éteignait, les ailes immobiles des vaisseaux lointains et bleuâtres avaient l'air de papillons exotiques et nocturnes dans une vitrine. Magnétisé lui-même par son contact avec le puissant aimant de Balbec, ce maître d'hôtel devenait à son tour aimant pour moi. J'espérais, en causant avec lui, être déjà en communication avec Balbec, avoir réalisé sur place un peu du charme du voyage. Je quittais dès le matin la maison, où je laissais Françoise gémissante parce que le valet de pied fiancé n'avait pu encore une fois, la veille au soir, aller voir sa promise. Françoise l'avait trouvé en pleurs, il avait failli aller gifler le concierge, mais s'était contenu car il tenait à sa place. Avant d'arriver chez Saint-Loup, qui devait m'attendre devant sa porte, je rencontrai Legrandin, que nous avions perdu de vue depuis Combray et qui, tout grisonnant maintenant, avait gardé son air jeune et candide. Il s'arrêta. « Ah, vous voilà, me dit-il. Homme chic et en redingote encore. Voilà une livrée dont mon indépendance ne s'accommoderait pas. Il est vrai que vous devez être un mondain, faire des visites. Pour aller rêver comme je le fais devant quelques tombes à demi détruites, ma lavalière et mon veston ne sont pas déplacés. Vous savez que j'estime la jolie qualité de votre âme, c'est vous dire combien je regrette que vous alliez la renier parmi les gentils. En étant capable de rester un instant dans l'atmosphère nauséabonde, irrespirable pour moi des salons, vous rendez contre votre avenir la condamnation, la damnation du prophète. Je vois cela d'ici. Vous fréquentez les cœurs légers, la société des châteaux. Tel est le vice de la bourgeoisie contemporaine. Ah, les aristocrates. La terreur a été bien coupable de ne pas leur couper le cou à tous. Ce sont tous de sinistres crapules quand ce ne sont pas tout simplement de sombres idiots. Enfin, mon pauvre enfant, si cela vous amuse. Pendant que vous irez à quelque 5 o'clock, votre vieil ami sera plus heureux que vous, car seul dans un faubourg, il regardera monter dans le ciel violet la lune rose. La vérité est que je n'appartiens guère à cette terre où je me sens si exilé. Il faut toute la force de la loi de gravitation pour m'y maintenir, et que je ne m'évade pas dans une autre sphère. Je suis d'une autre planète. Adieu. Ne prenez pas en mauvaise part la vieille franchise du paysan de la Vivonne, qui est aussi resté le paysan du Danube. Pour vous prouver que je fais cas de vous, je vais vous envoyer mon dernier roman. Mais vous n'aimerez pas cela, ce n'est pas assez déliquescent, assez fin de siècle pour vous. C'est trop franc, trop honnête. Vous, il vous faut du Bergotte, vous l'avez avoué, du faisandé pour les palais blasés de jouisseurs raffinés. On doit me considérer dans votre groupe comme un vieux troupier. J'ai le tort de mettre du cœur dans ce que j'écris. Cela ne se porte plus. Et puis, la vie du peuple, ce n'est pas assez distingué pour intéresser vos snobinettes. Allons, tâchez de vous rappeler quelquefois la parole du Christ. Faites cela et vous vivrez. Adieu, amis. Ce n'est pas de trop mauvaise humeur contre Legrandin que je le quittais. Certains souvenirs sont comme des amis communs. Ils savent faire des réconciliations. Jeté au milieu des champs semés de boutons d'or où s'entassaient les ruines féodales, le petit pont de bois nous unissait, Legrandin et moi, comme les deux bords de la Vivonne. Ayant quitté Paris où, malgré le printemps commençant, les arbres des boulevards étaient à peine pourvus de leurs premières feuilles, quand le train de ceinture nous arrêta, Saint-Loup et moi, dans le village de banlieue où habitait sa maîtresse, ce fut un émerveillement de voir chaque jardinet pavoisé par les immenses reposoirs blancs des arbres fruitiers en fleurs. C'était comme une des fêtes singulières, poétiques, éphémères et locales qu'on vient de très loin contempler à époque fixe, mais celle-là donnée par la nature.
Les fleurs des cerisiers sont si étroitement collées aux branches, comme un blanc fourreau, que de loin, parmi les arbres qui n'étaient presque ni fleuris ni feuillus, on aurait pu croire, par ce jour de soleil encore si froid, que c'était de la neige fondue ailleurs, qui était encore restée après les arbustes. Mais les grands poiriers enveloppaient chaque maison, chaque modeste cour, d'une blancheur plus vaste, plus unie, plus éclatante, et comme si tous les logis, tous les enclos du village fussent en train de faire, à la même date, leur première communion. Ces villages des environs de Paris gardent encore à leurs portes des parcs du XVIIe et du XVIIIe siècle, qui furent les folies des intendants et des favorites. Un horticulteur avait utilisé l'un d'eux situé en contrebas de la route pour la culture des arbres fruitiers, ou peut-être conservé simplement le dessin d'un immense verger de ce temps-là. Cultivés en quinconce, ces poiriers, plus espacés, moins avancés que ceux que j'avais vus, formaient de grands quadrilatères, séparés par des murs bas, de fleurs blanches sur chaque côté desquelles la lumière venait se peindre différemment, si bien que toutes ces chambres sans toit et en plein air avaient l'air d'être celles du palais du soleil, tel qu'on aurait pu le retrouver dans quelque Crète, et elles faisaient penser aussi aux chambres d'un réservoir ou de telle partie de la mer que l'homme, pour quelque pêche ou ostréiculture, subdivise, quand on voyait des branches, selon l'exposition, la lumière venir se jouer sur les espaliers comme sur les eaux printanières, et faire déferler çà et là, étincelant parmi le treillage à claire-voie et rempli d'azur des branches, l'écume blanchissante d'une fleur ensoleillée et moussue. C'était un village ancien, avec sa vieille mairie cuite et dorée devant laquelle, en guise de mât de cocagne et d'oriflamme, 3 grands poiriers étaient, comme pour une fête civique et locale, galamment pavoisés de satin blanc. Jamais Robert ne me parla plus tendrement de son amie que pendant ce trajet. Seule elle avait des racines dans son cœur. L'avenir qu'il avait dans l'armée, sa situation mondaine, sa famille, tout cela ne lui était pas indifférent, certes, mais ne comptait en rien auprès des moindres choses qui concernaient sa maîtresse. Cela seul avait pour lui du prestige, infiniment plus de prestige que les Guermantes et tous les rois de la terre. Je ne sais pas s'il se formulait à lui-même qu'elle était d'une essence supérieure à tout, mais je sais qu'il n'avait de considération, de souci, que pour ce qui la touchait. Par elle, il était capable de souffrir, d'être heureux, peut-être de tuer. Il n'y avait vraiment d'intéressant, de passionnant pour lui, que ce que voulait, ce que ferait sa maîtresse. Que ce qui se passait, discernable tout au plus par des expressions fugitives, dans l'espace étroit de son visage et sous son front privilégié. Si délicat pour tout le reste, il envisageait la perspective d'un brillant mariage, seulement pour pouvoir continuer à l'entretenir, à la garder. Si on s'était demandé à quel prix il l'estimait, je crois qu'on n'eût jamais pu imaginer un prix assez élevé. S'il ne l'épousait pas, c'est parce qu'un instinct pratique lui faisait sentir que, dès qu'elle n'aurait plus rien à attendre de lui, elle le quitterait, ou du moins vivrait à sa guise, et qu'il fallait la tenir par l'attente du lendemain. Car il supposait que peut-être elle ne l'aimait pas. Sans doute, l'affection générale appelée amour devait le forcer, comme elle fait pour tous les hommes, à croire par moments qu'elle l'aimait. Mais pratiquement, il sentait que cet amour qu'elle avait pour lui n'empêchait pas qu'elle ne restât avec lui qu'à cause de son argent, et que le jour où elle n'aurait plus rien à attendre de lui, elle s'empresserait, victime des théories de ses amis de la littérature, et tout en l'aimant, pensait-il, de le quitter. « Je lui ferai aujourd'hui, si elle est gentille, me dit-il, un cadeau qui lui fera plaisir. C'est un collier qu'elle a vu chez Boucheron. C'est un peu cher pour moi en ce moment, 30 000 francs. Mais ce pauvre loup, elle n'a pas tant de plaisir dans la vie. Elle va être joliment contente. Elle m'en avait parlé, et elle m'avait dit qu'elle connaissait quelqu'un qui le lui donnerait peut-être. Je ne crois pas que ce soit vrai, mais je me suis à tout hasard entendue avec Boucheron, qui est le fournisseur de ma famille, pour qu'il me le réserve. Je suis heureux de penser que tu vas la voir. Bon, elle n'est pas extraordinaire comme figure, tu sais. Je vis bien qu'il pensait tout le contraire, et ne disait cela que pour que mon admiration fût plus grande. Elle a surtout un jugement merveilleux. Devant toi, elle n'osera peut-être pas beaucoup parler, mais je me réjouis d'avance de ce qu'elle me dira ensuite de toi. Tu sais, elle dit des choses qu'on peut approfondir indéfiniment. Elle a vraiment quelque chose de pythique. Pour arriver à la maison qu'elle habitait,
nous longions de petits jardins, et je ne pouvais m'empêcher de m'arrêter, car ils avaient tous une floraison de cerisiers et de poiriers, sans doute vides et inhabités hier encore, comme une propriété qu'on n'a pas louée. Ils étaient subitement peuplés et embellis par ces nouvelles venues, arrivées de la veille, et dont à travers les grillages on apercevait les belles robes blanches au coin des allées. « Écoute, puisque je vois que tu veux regarder tout cela, être poétique, me dit Robert, attends-moi là. Mon amie habite tout près, je vais aller la chercher. » En l'attendant, je fis quelques pas. Je passais devant de modestes jardins. Si je levais la tête, je voyais quelquefois des jeunes filles aux fenêtres, mais même en plein air et à la hauteur d'un petit étage, çà et là, souples et légères dans leurs fraîches toilettes mauves, suspendues dans les feuillages, de jeunes touffes de lilas se laissaient balancer par la brise sans s'occuper du passant qui levait les yeux jusqu'à leur entresol de verdure. Je reconnaissais en elles les pelotons violets disposés à l'entrée du parc de M. Swann, passer la petite barrière blanche dans les chauds après-midi du printemps, pour une ravissante tapisserie provinciale. Je pris un sentier qui aboutissait à une prairie. Un air froid et soufflé vif comme à Combray, mais, au milieu de la terre grasse, humide et campagnarde qui eût pu être au bord de la Vivonne, n'en avait pas moins surgi, exact au rendez-vous, comme toute la bande de ses compagnons, un grand poirier blanc qui agitait en souriant et opposait au soleil, comme un rideau de lumière matérialisée et palpable, ses fleurs, convulsées par la brise, mais lissées et glacées d'argent par les rayons. Tout à coup, Saint-Loup apparut accompagné de sa maîtresse, et alors, dans cette femme, qui était pour lui tout l'amour, toutes les douceurs possibles de la vie, dont la personnalité mystérieusement enfermée dans un corps comme un tabernacle était l'objet encore sur lequel travaillait sans cesse l'imagination de mon ami, qu'il sentait qu'il ne connaîtrait jamais, dont il se demandait perpétuellement ce qu'elle était en elle-même, derrière le voile des regards de la chair. Dans cette femme, je reconnus à l'instant Rachel Camp du Seigneur. Celle qui, il y a quelques années, les femmes changent si vite de situation dans ce monde-là, quand elles en changent, disait à la maquerelle « Alors, demain soir, si vous avez besoin de moi pour quelqu'un, vous me ferez chercher. » Et quand on était venu la chercher, en effet, et qu'elle se trouvait seule dans la chambre avec ce quelqu'un, elle savait si bien ce qu'on voulait d'elle, qu'après avoir fermé à clé, par précaution de femme prudente, ou par geste rituel, elle commençait à ôter toutes ses affaires, comme on fait devant le docteur qui va vous ausculter, et s'arrêtant en route que si le quelqu'un, n'aimant pas la nudité, lui disait qu'elle pouvait garder sa chemise, comme certains praticiens qui, ayant l'oreille très fine et la crainte de faire se refroidir leurs malades, se contentent d'écouter la respiration et le battement du cœur à travers un linge. À cette femme dont toute la vie, toutes les pensées, tout le passé, tous les hommes par qui elle avait pu être possédée, m'étaient choses si indifférentes que si elle me l'eût contée, je ne l'eusse écoutée que par politesse, et à peine entendue. Je sentis que l'inquiétude, le tourment, l'amour de Saint-Loup s'étaient appliqués jusqu'à faire de ce qui était pour moi un jouet mécanique, un objet de souffrances infinies, le prix même de l'existence. Voyant ces deux éléments dissociés, parce que j'avais connu Rachel Camp du Seigneur dans une maison de passe, je comprenais que bien des femmes pour lesquelles les hommes vivent, souffrent, se tuent, peuvent être en elles-mêmes, ou pour d'autres, ce que Rachel était pour moi. L'idée qu'on pût avoir une curiosité douloureuse à l'égard de sa vie me stupéfiait. J'aurais pu apprendre bien des coucheries d'elle à Robert, lesquelles me semblaient la chose la plus indifférente du monde, et combien elles l'eussent peiné, et que n'avait-il pas donné pour les connaître sans y réussir. Je me rendais compte de tout ce qu'une imagination humaine peut mettre derrière un petit morceau de visage, comme était celui de cette femme. Si c'est l'imagination qui l'a connue d'abord, et inversement, en quels misérables éléments matériels et dénués de toute valeur pouvait se décomposer ce qui était le but de tant de rêveries si, au contraire, cela avait été connu d'une manière opposée par la connaissance la plus triviale. Je comprenais que ce qui m'avait paru ne pas valoir 20 francs quand cela m'avait été offert pour 20 francs dans la maison de passe, où c'était seulement pour moi une femme désireuse de gagner 20 francs, peut valoir plus qu'un million, que la famille, que toutes les situations enviées, si on a commencé par imaginer en elle un être inconnu, curieux à connaître, difficile à saisir, à garder. Sans doute c'était le même mince et étroit visage que nous voyions Robert et moi, mais nous étions arrivés à lui par les deux routes opposées,
qui ne communiqueront jamais, et nous n'en verrions jamais la même face. Ce visage, avec ses regards, ses sourires, les mouvements de sa bouche, moi, je l'avais connu du dehors comme étant celui d'une femme quelconque qui, pour 20 francs, ferait tout ce que je voudrais. Aussi, les regards, les sourires, les mouvements de bouche m'avaient paru seulement significatifs d'actes généraux, sans rien d'individuel, et sous eux je n'aurais pas eu la curiosité de chercher une personne. Mais ce qui m'avait en quelque sorte été offert au départ, ce visage consentant, ça avait été pour Robert un point d'arrivée vers lequel il s'était dirigé à travers combien d'espoirs, de doutes, de soupçons, de rêves. Il donnait plus d'1 million pour que ne fût pas offert à d'autres ce qui m'avait été offert comme à chacun pour 20 francs. Pour quel motif cela, il ne l'avait pas eu à ce prix, peut tenir au hasard d'un instant pendant lequel celle qui semblait prête à se donner se dérobe, ayant peut-être un rendez-vous, quelque raison qui la rende plus difficile ce jour-là. Si elle a affaire à un sentimental, même si elle ne s'en aperçoit pas, et surtout si elle s'en aperçoit, un jeu terrible commence. Incapable de surmonter sa déception, de se passer de cette femme, il la relance, elle le fuit, si bien qu'un sourire qu'il n'osait plus espérer est payé 1000 fois ce qu'eussent dû l'être les dernières faveurs. Il arrive même parfois dans ce cas, quand on a eu, par un mélange de naïveté dans le jugement et de lâcheté devant la souffrance, la folie de faire d'une fille une inaccessible idole, que ces dernières faveurs, ou même le premier baiser, on ne l'obtiendra jamais. On n'ose même plus le demander pour ne pas démentir des assurances de platonique amour. Et c'est une grande souffrance alors de quitter la vie, sans avoir jamais su ce que pouvait être le baiser de la femme qu'on a le plus aimée. Les faveurs de Rachel, Saint-Loup pourtant avait réussi par chance à les avoir toutes. Certes, s'il avait su maintenant qu'elles avaient été offertes à tout le monde pour 1 louis, il eût sans doute terriblement souffert, mais n'eût pas moins donné 1 million pour les conserver, car tout ce qu'il eût appris n'eût pas pu le faire sortir, car cela est au-dessus des forces de l'homme et ne peut arriver que malgré lui par l'action de quelque grande loi naturelle, de la route dans laquelle il était, et d'où ce visage ne pouvait lui apparaître qu'à travers les rêves qu'il avait formés, d'où ses regards, ses sourires, ce mouvement de bouche était pour lui la seule révélation d'une personne dont il aurait voulu connaître la vraie nature et posséder à lui seul les désirs. L'immobilité de ce mince visage, comme celle d'une feuille de papier soumise aux colossales pressions de 2 atmosphères, me semblait équilibrée par 2 infinis, qui venaient aboutir à elle sans se rencontrer, car elle les séparait. Et en effet, la regardant tous les deux, Robert et moi, nous ne la voyions pas du même côté du mystère. Ce n'était pas Rachel camp du Seigneur qui me semblait peu de chose. C'était la puissance de l'imagination humaine, l'illusion sur laquelle reposaient les douleurs de l'amour que je trouvais grande. Robert vit que j'avais l'air ému. Je détournai les yeux vers les poiriers et les cerisiers du jardin d'en face pour qu'il crût que c'était leur beauté qui me touchait. Et elle me touchait un peu de la même façon. Elle mettait aussi près de moi de ces choses qu'on ne voit pas qu'avec ses yeux, mais qu'on sent dans son cœur. Ces arbustes que j'avais vus dans le jardin en les prenant pour des dieux étrangers, ne m'étais-je pas trompée comme Madeleine quand, dans un autre jardin, un jour dont l'anniversaire allait bientôt venir, elle vit une forme humaine et crut que c'était le jardinier? Gardien des souvenirs de l'âge d'or, garant de la promesse de la réalité, n'est pas ce qu'on croit, que la splendeur de la poésie, que l'éclat merveilleux de l'innocence peuvent y resplendir et pourront être la récompense que nous nous efforcerons de mériter. Les grandes créatures blanches merveilleusement penchées au-dessus de l'ombre propice à la sieste, à la pêche, à la lecture, n'étaient-ce pas plutôt des anges? J'échangeai quelques mots avec la maîtresse de Saint-Loup. Nous coupâmes par le village. Les maisons en étaient sordides. Mais à côté des plus misérables, de celles qui avaient un air d'avoir été brûlées par une pluie de salpêtre, un mystérieux voyageur arrêté pour un jour dans la cité maudite, un ange resplendissant se tenait debout, étendant largement sur elle l'éblouissante protection de ses ailes d'innocence en fleurs. C'était un poirier. Saint-Loup fit quelques pas en avant avec moi. « J'aurais aimé que nous puissions, toi et moi, attendre ensemble. J'aurais même été plus content de déjeuner seul avec toi et que nous restions seuls jusqu'au moment d'aller chez ma tante. Mais ma pauvre gosse, ça lui fait tant de plaisir et elle est si gentille pour moi, tu sais. Je n'ai pu lui refuser.
Du reste, elle te plaira. C'est une littéraire, une vibrante. Et puis, c'est une chose si gentille de déjeuner avec elle au restaurant. Elle est si agréable, si simple, toujours contente de tout. Je crois pourtant que, précisément ce matin-là, et probablement pour la seule fois, Robert s'évada un instant hors de la femme que, tendresse après tendresse, il avait lentement composée, et aperçut tout d'un coup à quelle distance de lui une autre Rachel, un double d'elle, mais absolument différent, et qui figurait une simple petite grue. Quittant le beau verger, nous allions prendre le train pour rentrer à Paris, quand à la gare, Rachel, marchant à quelques pas de nous, fut reconnue et interpellée par de vulgaires poules, comme elle était, et qui d'abord, la croyant seule, lui crièrent « Tiens, Rachel, tu montes avec nous ? Lucienne et Germaine sont dans le wagon et il y a justement encore de la place. Viens, on ira ensemble au skating !» et s'apprêtaient à lui présenter 2 calicots, leurs amants, qui les accompagnaient, quand devant l'air légèrement gêné de Rachel, elles levèrent curieusement les yeux un peu plus loin, nous aperçurent, et s'excusant, lui dirent adieu, en recevant d'elle un adieu aussi un peu embarrassé, mais amical. C'étaient 2 pauvres petites poules avec des collets en fausse loutre, ayant à peu près l'aspect qu'avait Rachel quand Saint-Loup l'avait rencontrée la première fois. Il ne les connaissait pas, ni leur nom, et voyant qu'elles avaient l'air très liées avec son amie, eut l'idée que celle-ci avait peut-être eu sa place, l'avait peut-être encore, dans une vie insoupçonnée de lui, fort différente de celle qu'il menait avec elle, une vie où on avait les femmes pour un louis, tandis qu'il donnait plus de 100 000 francs par an à Rachel. Il ne fit pas qu'entrevoir cette vie, mais aussi, au milieu, une Rachel tout autre que celle qu'il connaissait. Une Rachel pareille à ces 2 petites poules. Une Rachel à 20 francs. En somme, Rachel s'était un instant dédoublée pour lui. Il avait aperçu à quelque distance de sa Rachel, la Rachel petite poule, la Rachel réelle, à supposer que la Rachel poule fût plus réelle que l'autre. Robert eut peut-être l'idée alors que cet enfer où il vivait, avec la perspective et la nécessité d'un mariage riche, d'une vente de son nom, pour pouvoir continuer à donner 100 000 francs par an à Rachel, il aurait peut-être pu s'en arracher aisément et avoir les faveurs de sa maîtresse, comme ses calicots, celles de leur grue, pour peu de choses. Mais comment faire ? Elle n'avait démérité en rien. Moins comblée, elle serait moins gentille, ne lui dirait plus, ne lui écrirait plus ces choses qui le touchaient tant et qu'il citait avec un peu d'ostentation à ses camarades, en prenant soin de faire remarquer combien c'était gentil d'elle, mais en omettant qu'il l'entretenait fastueusement, même qu'il lui donnât quoi que ce fût, que ces dédicaces sur une photographie ou cette formule pour terminer une dépêche, c'était la transmutation sous sa forme la plus réduite et la plus précieuse de 100 000 francs. S'il se gardait de dire que ces rares gentillesses de Rachel étaient payées par lui, il serait faux, et pourtant ce raisonnement simpliste, on en use absurdément pour tous les amants qui casquent pour tant de maris, de dire que c'était par cet amour-propre, par vanité. Saint-Loup était assez intelligent pour se rendre compte que tous les plaisirs de la vanité, il les aurait trouvés aisément et gratuitement dans le monde, grâce à son grand nom, à son joli visage, et que sa liaison avec Rachel, au contraire, était ce qu'il avait mis un peu hors du monde, faisait qu'il y était moins coté. Non, cet amour-propre à vouloir paraître, avoir gratuitement les marques apparentes de prédilection de celle qu'on aime, c'est simplement un dérivé de l'amour, le besoin de se représenter à soi-même et aux autres comme aimé par ce qu'on aime tant. Rachel se rapprocha de nous, laissant les 2 poules monter dans leur compartiment. Mais non moins que la fausse loutre de celle-ci et l'air guindé des calicots, les noms de Lucienne et de Germaine maintinrent un instant la Rachel nouvelle. Un instant, il imagina une vie de la place Pigalle avec des amis inconnus, des bonnes fortunes sordides, des après-midi de plaisir naïfs, promenades ou parties de plaisir, dans ce Paris où l'ensoleillement des rues depuis le boulevard de Clichy ne lui sembla pas le même que la clarté solaire où il se promenait avec sa maîtresse, mais devoir être autre, car l'amour et la souffrance qui fait un avec lui, ont comme l'ivresse le pouvoir de différencier pour nous les choses. Ce fut presque comme un Paris inconnu au milieu de Paris. Il soupçonna sa liaison, lui apparut comme l'exploration d'une vie étrange, car si avec lui Rachel était un peu semblable à lui-même,
Pourtant c'était bien une partie de sa vie réelle que Rachel vivait avec lui. Même la partie la plus précieuse à cause des sommes folles qu'il lui donnait, la partie qui la faisait tellement envier des amis et lui permettrait un jour de se retirer à la campagne ou de se lancer dans les grands théâtres après avoir fait sa pelote. Robert aurait voulu demander à son amie qui étaient Lucienne et Germaine. Les choses qu'elles lui eussent dites, si elle était montée dans leur compartiment, à quoi elles eussent ensemble, elle et ses camarades, passé une journée qui eût peut-être fini comme divertissement suprême après les plaisirs du skating à la taverne de l'Olympia, si lui, Robert et moi n'avions pas été présents. Un instant, les abords de l'Olympia, qui jusque-là lui avaient paru assommants, excitèrent sa curiosité, sa souffrance, et le soleil de ce jour printanier donnant dans la rue Caumartin où, peut-être, si elle n'avait pas connu Robert, Rachel fût allée tantôt et eût gagné un louis, lui donnèrent une vague nostalgie. Mais à quoi bon poser à Rachel des questions quand il savait d'avance que la réponse serait ou un simple silence ou un mensonge ou quelque chose de très pénible pour lui sans pourtant lui décrire rien. Les employés fermaient les portières. Nous montâmes vite dans une voiture de première. Les perles admirables de Rachel rapprirent à Robert qu'elle était une femme d'un grand prix. Il la caressa, la fit rentrer dans son propre cœur, où il la contempla intériorisée, comme il l'avait toujours fait jusqu'ici, sauf pendant ce bref instant où il l'avait vue sur une place Pigalle de peintre impressionniste, et le train partit. C'était du reste vrai qu'elle était une littéraire. Elle ne s'interrompit de me parler livres, art nouveau, tolstoïsme, que pour faire des reproches à Saint-Loup qu'il but trop de vin. « Ah, si tu pouvais vivre 1 an avec moi, on verrait. Je te ferais boire de l'eau et tu en serais bien mieux. »« C'est entendu, partons. »« Mais tu sais bien que j'ai beaucoup à travailler, » car elle prenait au sérieux l'art dramatique. « D'ailleurs, que dirait ta famille ?» Et elle se mit à me faire sur sa famille des reproches qui me semblèrent du reste fort justes, et auxquels Saint-Loup, tout en désobéissant à Rachel sur l'article du champagne, adhéra entièrement. Moi qui craignais tant le vin pour Saint-Loup et sentais la bonne influence de sa maîtresse, j'étais tout prêt à lui conseiller d'envoyer promener sa famille. Les larmes montèrent aux yeux de la jeune femme parce que j'eus l'imprudence de parler de Dreyfus. « Le pauvre martyr, dit-elle, en retenant un sanglot. Ils le feront mourir là-bas. »« Tranquillise-toi, Zézette, il reviendra. Il sera acquitté, l'erreur sera reconnue. »« Mais avant cela, il sera mort. Enfin, au moins ses enfants porteront un nom sans tache. Mais pensez à ce qu'il doit souffrir, c'est ce qui me tue. Et croyez-vous que la mère de Robert, une femme pieuse, dit qu'il faut qu'il reste à l'île du diable, même s'il est innocent? N'est-ce pas une horreur? » »« Oui, c'est absolument vrai, elle le dit, » affirma Robert. « C'est ma mère, je n'ai rien objecté, mais il est bien certain qu'elle n'a pas la sensibilité de Zézette. » En réalité, ces déjeuners, choses si gentilles, se passaient toujours fort mal, car dès que Saint-Loup se trouvait avec sa maîtresse dans un endroit public, il s'imaginait qu'elle regardait tous les hommes présents. Il devenait sombre. Elle s'apercevait de sa mauvaise humeur, qu'elle s'amusait peut-être à attiser, mais que, plus probablement par amour-propre bête, elle ne voulait pas, blessée par son ton, avoir l'air de chercher à désarmer. Elle faisait semblant de ne pas détacher ses yeux de tel ou tel homme, et d'ailleurs ce n'était pas toujours par pur jeu. En effet, que le monsieur qui au théâtre ou au café se trouvait leur voisin, que tout simplement le cocher du fiacre qu'ils avaient pris eût quelque chose d'agréable, Robert, aussitôt averti par sa jalousie, l'avait remarqué avant sa maîtresse. Il voyait immédiatement en lui un de ces êtres immondes dont il m'avait parlé à Balbec, qui pervertissent et déshonorent les femmes pour s'amuser. Il suppliait sa maîtresse de détourner de lui ses regards et par là même le lui désignait. Or quelquefois, elle trouvait que Robert avait eu si bon goût dans ses soupçons qu'elle finissait même par cesser de le taquiner pour qu'il se tranquillisât et consentit à aller faire une course pour qu'il lui laissât le temps d'entrer en conversation avec l'inconnu. Souvent de prendre rendez-vous, quelquefois même d'expédier une passade. Je vis bien dès notre entrée au restaurant que Robert avait l'air soucieux. C'est que Robert avait immédiatement remarqué, ce qui nous avait échappé à Balbec, que, au milieu de ses camarades vulgaires, Aimé, avec un éclat modeste, dégageait bien involontairement le romanesque qui émane pendant un certain nombre d'années de cheveux légers et d'un nez grec, grâce à quoi il se distinguait au milieu de la foule des autres serviteurs. Ceux-ci, presque tous assez âgés, offraient des types extraordinairement laids et accusés de curés hypocrites, de confesseurs paplards, plus souvent d'anciens
comique dont on ne retrouve plus guère le front en pain de sucre que dans les collections de portraits exposés dans le foyer humblement historique de petits théâtres désuets où ils sont représentés jouant des rôles de valets de chambre ou de grands pontifes, et dont ce restaurant semblait, grâce à un recrutement sélectionné et peut-être à un mode de nomination héréditaire, conserver le type solennel en une sorte de collège augural. Malheureusement, Aimé, nous ayant reconnus, ce fut lui qui vint prendre notre commande, tandis que s'écoulait vers d'autres tables le cortège des grands prêtres d'opérette. Aimé s'informa de la santé de ma grand-mère. Je lui demandai des nouvelles de sa femme et de ses enfants. Il me les donna avec émotion, car il était homme de famille. Il avait un air intelligent, énergique, mais respectueux. La maîtresse de Robert se mit à le regarder avec une étrange attention. Mais les yeux enfoncés d'Aimé, auxquels une légère myopie donnait une sorte de profondeur dissimulée, ne trahirent aucune impression au milieu de sa figure immobile. Dans l'hôtel de province où il avait servi bien des années avant de venir à Balbec, le joli dessin, un peu jauni et fatigué maintenant, qu'était sa figure, et que pendant tant d'années, comme telle gravure représentant le prince Eugène, on avait vu toujours à la même place, au fond de la salle à manger, presque toujours vide, n'avait pas dû attirer des regards bien curieux. Il était donc resté longtemps, sans doute faute de connaisseurs, ignorant de la valeur artistique de son visage, et d'ailleurs peu disposé à la faire remarquer car il était d'un tempérament froid. Tout au plus, quelques Parisiennes de passage, s'étant arrêtées une fois dans la ville, avaient levé les yeux sur lui, lui avaient peut-être demandé de venir la servir dans sa chambre avant de reprendre le train, et dans le vide translucide, monotone et profond de cette existence de bon mari et de domestique de province, avaient enfoui le secret d'un caprice sans lendemain que personne n'y viendrait jamais découvrir. Pourtant, Aimé dut s'apercevoir de l'insistance avec laquelle les yeux de la jeune artiste restaient attachés sur lui. En tout cas, elle n'échappa pas à Robert, sur le visage duquel je voyais s'amasser une rougeur, non pas vive comme celle qui l'empourprait s'il avait une brusque émotion, mais faible, émiettée. « Ce maître d'hôtel est très intéressant, Zézette ?» demanda-t-il à sa maîtresse après avoir renvoyé Aimé assez brusquement. « On dirait que tu veux faire une étude d'après lui. » Voilà que ça commence, j'en étais sûre. Mais qu'est-ce qui commence, mon petit? Si j'ai eu tort, je n'ai rien dit, je veux bien. Mais j'ai tout de même le droit de te mettre en garde contre ce larbin que je connais de Balbec, sans cela je m'en ficherais pas mal, et qui est une des plus grandes fripouilles de la terre que la terre ait jamais portée. Elle parut vouloir obéir à Robert, et engagea avec moi une conversation littéraire à laquelle il se mêla. Je ne m'ennuyais pas en causant avec elle, car elle connaissait très bien les œuvres que j'admirais, et était à peu près d'accord avec moi dans ses jugements. Mais comme j'avais entendu dire par madame de Villeparisis qu'elle n'avait pas de talent, je n'attachai pas grande importance à cette culture. Elle plaisantait finement de 1000 choses, et eût été vraiment agréable si elle n'eût pas affecté d'une façon agaçante le jargon des cénacles et des ateliers. Elle l'étendait d'ailleurs à tout. Et, par exemple, ayant pris l'habitude de dire d'un tableau s'il était impressionniste ou d'un opéra s'il était wagnérien. « Ah, c'est bien !» Un jour qu'un jeune homme l'avait embrassé sur l'oreille et que, touchée qu'elle simula en frisson, il faisait de le modeste, elle dit « Si, comme sensation, je trouve que c'est bien. » Mais surtout ce qui m'étonnait, c'est que les expressions propres à Robert, et qui d'ailleurs étaient peut-être venues à celui-ci de littérature connue par elle les employait devant lui devant elle, comme si c'eût été un langage nécessaire et sans se rendre compte du néant d'une originalité qui est à tous. Elle était, en mangeant, maladroite de ses mains, à un degré qui laissait supposer qu'en jouant la comédie sur la scène, elle devait se montrer bien gauche. Elle ne retrouvait de la dextérité que dans l'amour, par cette touchante prescience des femmes qui aiment tant le corps de l'homme, qu'elles devinrent du premier coup ce qui fera le plus de plaisir à ce corps pourtant si différent du leur. Je cessai de prendre part à la conversation quand on parla théâtre, car sur ce chapitre, Rachel était trop malveillante. Elle prit, il est vrai, sur un ton de commisération contre Saint-Loup, ce qui prouvait qu'elle l'attaquait souvent devant lui, la défense de la Berma, en disant « Oh non, c'est une femme remarquable. Évidemment, ce qu'elle fait ne nous touche plus vraiment. Cela ne correspond plus tout à fait à ce que nous cherchons, mais il faut la placer au moment où elle est venue. On lui doit beaucoup. Elle a fait des choses bien, tu sais. Et puis... c'est une si brave femme. Elle a un si grand cœur. Bon, elle n'aime pas naturellement les choses qui nous intéressent, mais elle a eu, avec un visage assez émouvant, une jolie qualité d'intelligence.
Les doigts n'accompagnent pas de même tous les jugements esthétiques. S'il s'agit de peinture pour montrer que c'est un beau morceau en pleine pâte, on se contente de faire saillir le pouce. Mais la jolie qualité d'esprit est plus exigeante. Il lui faut 2 doigts, ou plutôt 2 ongles, comme s'il s'agissait de faire sauter une poussière. Mais cette exception faite, la maîtresse de Saint-Loup parlait des artistes les plus connus sur un ton d'ironie et de supériorité qui m'irritait. Parce que je croyais, faisant erreur en cela, que c'était elle qui leur était inférieure. Elle s'aperçut très bien que je devais la tenir pour une artiste médiocre et avoir, au contraire, beaucoup de considération pour ceux qu'elle méprisait. Mais elle ne s'en froissa pas, parce qu'il y a dans le grand talent non reconnu encore, comme était le sien, si sûr qu'il puisse être de lui-même, une certaine humilité, et que nous proportionnons les égards que nous exigeons, non à nos dons cachés, mais à notre situation acquise. Je devais, 1 heure plus tard, voir au théâtre la maîtresse de Saint-Loup montrer beaucoup de déférence envers les mêmes artistes sur lesquels elle portait un jugement si sévère. Aussi, si peu de doute qu'eût dû lui laisser mon silence, n'en insista-t-elle pas moins pour que nous dînions le soir ensemble, assurant que jamais la conversation de personne ne lui avait autant plu que la mienne. Si nous n'étions pas encore au théâtre, où nous devions aller après le déjeuner, nous avions l'air de nous trouver dans un foyer qui illustrait des portraits anciens de la troupe, tant les maîtres d'hôtel avaient de ces figures qui semblent perdues avec toute une génération d'artistes hors ligne du palais royal. Ils avaient l'air d'académiciens aussi, arrêtés devant un buffet. L'un examinait des poires avec la figure et la curiosité désintéressée qu'eût pu avoir M. de Jussieu. D'autres, à côté de lui, jetaient sur la salle les regards empreints de curiosité et de froideur que des membres de l'Institut déjà arrivés jettent sur le public tout en échangeant quelques mots qu'on n'entend pas. C'étaient des figures célèbres parmi les habitués. Cependant, on s'en montrait un nouveau, au nez raviné, à la lèvre paplarde, qui avait l'air d'église et entrait en fonction pour la première fois, et chacun regardait avec intérêt le nouvel élu. Mais bientôt, peut-être pour faire partir Robert, afin de se trouver seul avec Aimée, Rachel se mit à faire de l'œil à un jeune boursier qui déjeunait à une table voisine avec un ami. « Zézette, je te prierai de ne pas regarder ce jeune homme comme cela, » dit Saint-Loup, sur le visage de qui les hésitantes rougeurs de tout à l'heure s'étaient concentrées en une nuée sanglante qui dilatait et fonçait les traits distendus de mon ami. « Si tu dois nous donner en spectacle, j'aime mieux déjeuner de mon côté et aller t'attendre au théâtre. » À ce moment, on vint dire à Aimée qu'un monsieur le priait de venir lui parler à la portière de sa voiture. Saint-Loup, toujours inquiet et craignant qu'il ne s'agît d'une commission amoureuse à transmettre à sa maîtresse, regarda par la vitre et aperçut au fond de son coupé, les mains serrées dans des gants blancs rayés de noir, une fleur à la boutonnière, Monsieur de Charlus. « Tu vois, me dit-il à voix basse, ma famille me fait traquer jusqu'ici. Je t'en prie, moi je ne peux pas. Mais puisque tu connais bien le maître d'hôtel qui va sûrement nous vendre, demande-lui de ne pas aller à la voiture. Au moins, que ce soit un garçon qui ne me connaisse pas. Si on dit à mon oncle qu'on ne me connaît pas, je sais comment il est, il ne viendra pas voir dans le café, il déteste ces endroits-là. N'est-ce pas tout de même dégoûtant qu'un vieux coureur de femmes comme lui, qui n'a pas d'ételé, me donne perpétuellement des leçons et vienne m'espionner ? Aimée, ayant reçu mes instructions, envoya un de ses commis qui devait dire qu'il ne pouvait pas se déranger et que si on demandait le marquis de Saint-Loup, on dise qu'on ne le connaissait pas. La voiture repartit bientôt. Mais la maîtresse de Saint-Loup, qui n'avait pas entendu nos propos chuchotés à voix basse, et avait cru qu'il s'agissait du jeune homme à qui Robert lui reprochait de faire de l'œil, éclata en injures. « Allons bon. C'est ce jeune homme maintenant ? Tu fais bien de me prévenir. Oh, c'est délicieux de déjeuner dans ces conditions. Ne vous occupez pas de ce qu'il dit, il est un peu piqué, et surtout, ajouta-t-elle en se tournant vers moi, il dit cela parce qu'il croit que ça fait élégant, que ça fait grand seigneur d'avoir l'air jaloux. » Et elle se mit à donner avec ses pieds et avec ses mains des signes d'énervement. « Mais, Zézette, c'est pour moi que c'est désagréable. Tu nous rends ridicule aux yeux de ce monsieur qui va être persuadé que tu lui fais des avances et qui m'a l'air tout ce qu'il y a de pis. Moi, au contraire, il me plaît beaucoup. D'abord, il a des yeux ravissants, et qui ont une manière de regarder les femmes. On sent qu'il doit les aimer. »« Tais-toi au moins jusqu'à ce que je sois partie, si tu es folle, » s'écria Robert. « Garçon, mes affaires !» Je ne savais si je devais le suivre. « Non, j'ai besoin d'être seule.
me dit-il sur le même ton dont il venait de parler à sa maîtresse, comme s'il était tout fâché contre moi. Sa colère était comme une même phrase musicale sur laquelle, dans un opéra, se chantent plusieurs répliques, entièrement différentes entre elles, dans le livret, de sens et de caractère, mais qu'elle réunit par un même sentiment. Quand Robert fut parti, sa maîtresse appela Aimée et lui demanda différents renseignements. Elle voulait ensuite savoir comment je le trouvais. Il a un regard amusant, n'est-ce pas ? Vous comprenez ? Ce qui m'amuserait, ce serait de savoir ce qu'il peut penser, d'être souvent servi par lui, de l'emmener en voyage. Mais pas plus que ça. Si on était obligé d'aimer tous les gens qui vous plaisent, ce serait au fond assez terrible. Robert a tort de se faire des idées. Tout ça, ça se forme dans ma tête. Robert devrait être bien tranquille. Elle regardait toujours Aimée. Tenez, regardez les yeux noirs qu'il a. Oh, je voudrais savoir ce qu'il y a dessous. Bientôt, on vint lui dire que Robert la faisait demander dans un cabinet particulier où, en passant par une autre entrée, il était allé finir de déjeuner sans retraverser le restaurant. Je restai ainsi seule. Puis, à mon tour, Robert me fit appeler. Je trouvai sa maîtresse étendue sur un sofa, riant sous les baisers et les caresses qu'il lui prodiguait. Il buvait du champagne. « Bonjour, vous !» lui dit-elle, car elle avait appris récemment cette formule qui lui paraissait le dernier mot de la tendresse et de l'esprit. J'avais mal déjeuné, j'étais mal à l'aise, et sans que les paroles de Legrandin y fussent pour quelque chose, je regrettais de penser que je commençais dans un cabinet de restaurant et finirais dans des coulisses de théâtre cette première après-midi de printemps. Après avoir regardé l'heure pour voir si elle ne se mettrait pas en retard, elle m'offrit du champagne, me tendit une de ses cigarettes d'Orient et détacha pour moi une rose de son corsage. Je me dis alors, je n'ai pas trop à regretter ma journée. Ces heures passées auprès de cette jeune femme ne sont pas perdues pour moi, puisque par elle j'ai chose gracieuse et qu'on ne peut payer trop cher, une rose, une cigarette parfumée, une coupe de champagne. Je me le disais parce qu'il me semblait que c'était douter d'un caractère esthétique et par là justifier, sauver ces heures d'ennui. Peut-être aurais-je dû penser que le besoin même que j'éprouvais d'une raison qui me consolât de mon ennui suffisait à prouver que je ne ressentais rien d'esthétique. Quant à Robert et à sa maîtresse, ils avaient l'air de ne garder aucun souvenir de la querelle qu'ils avaient eue quelques instants auparavant, ni que j'y eusse assisté. Ils n'y firent aucune allusion, ils ne lui cherchèrent aucune excuse, pas plus qu'au contraste que faisait avec elle leur façon de maintenant. À force de boire du champagne avec eux, je commençais à éprouver un peu de l'ivresse que je ressentais à Rivebelle, probablement pas tout à fait la même. Non seulement chaque genre d'ivresse, de celle que donne le soleil ou le voyage à celle que donne la fatigue ou le vin, mais chaque degré d'ivresse, et qui devrait porter une cote différente comme celle qui indique les fonds dans la mer, met à nu en nous, exactement à la profondeur où il se trouve, un homme spécial. Le cabinet où se trouvait Saint-Loup était petit, mais la glace unique qui le décorait était de telle sorte qu'elle semblait en réfléchir une trentaine d'autres, le long d'une perspective infinie. Et l'ampoule électrique, placée au sommet du cadre, devait, le soir, quand elle était allumée, suivie de la procession d'une trentaine de reflets pareils à elle-même, donner au buveur, même solitaire, l'idée que l'espace autour de lui se multipliait en même temps que ses sensations exaltées par l'ivresse, et qu'enfermé seul dans ce petit réduit, il régnait pourtant sur quelque chose de bien plus étendu, en sa courbe indéfinie et lumineuse qu'une allée du jardin de Paris. Or, étant alors à ce moment-là ce buveur, tout d'un coup, le cherchant dans la glace, je l'aperçus, hideux, inconnu, qui me regardait. La joie de l'ivresse était plus forte que le dégoût. Par gaieté ou bravade, je lui souris, et en même temps il me souriait. Et je me sentais tellement sous l'empire éphémère et puissant de la minute où les sensations sont si fortes que je ne sais si ma seule tristesse ne fut pas de penser que le moi affreux que je venais d'apercevoir, c'était peut-être son dernier jour et que je ne rencontrerais plus jamais cet étranger dans le cours de ma vie. Robert était seulement fâché que je ne voulusse pas briller davantage aux yeux de sa maîtresse. « Voyons, ce monsieur que tu as rencontré ce matin et qui mêle le snobisme et l'astronomie, raconte-le lui, je ne me rappelle pas bien. » Et il la regardait du coin de l'œil. « Mais, mon petit, il n'y a rien à dire d'autre que ce que tu viens de dire. Tu es assommant. Alors,
Raconte les choses de Françoise aux Champs-Élysées. Oh, cela lui plaira tant. Oh oui, Bobet m'a tant parlé de Françoise. Et en prenant Saint-Loup par le menton, elle redit, par manque d'invention, en attirant ce menton vers la lumière, « Bonjour vous. »